8h10, alors que les gilets jaunes sont toujours mobilisés, alors que rien n'a encore été réglé sur l'engagement de notre pays dans l'indispensable transition énergétique, notre grande invitée ce matin est journaliste, réalisatrice, écrivaine, auteure de nombreux reportages et enquêtes. Notre grande invitée est connue pour son combat pour démonter le système Monsanto et prouver l'extrême dangerosité de son produit phare, le glyphosate, célébrissime pesticide commercialisé sous la marque Roundup. Marie-Monique Robin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre grande invitée. Il y a une trentaine de documentaires à votre actif. Vous êtes lauréate de nombreux prix, dont le prix Albert Londres. Vous allez demain soir recevoir des mains de Nicolas Hulot le prix littéraire des droits de l'homme pour votre livre Le Roundup face à ses juges. C'est publié aux éditions La Découverte. Nous en reparlerons dans la deuxième partie de cet entretien. Mais d'abord, je voudrais commencer en abordant ce mouvement des Gilets jaunes. Quel regard portez-vous sur ces jours de colère que nous venons de vivre ? Alors, c'est absolument sidérant par la... Enfin, c'est sorti comme ça, de nulle part, hein, tout à coup. Et bon, d'un côté, moi, je comprends tout à fait la colère des Gilets jaunes, parce que je suis née, moi, dans une ferme du Poitou-Charentes, n'est-ce pas, où mes parents sont encore, ils sont âgés, et c'est dans les Deux-Sèvres. Et je vois ce qui se passe. Enfin, effectivement, il y a un sentiment d'abandon par les populations rurales, les services publics qui sont de plus en plus difficiles d'accès. Ma mère, par exemple, qui est une vieille dame, pour aller voir, elle me disait récemment, un ophtalmologiste, il faut prendre rendez-vous des mois à l'avance, et puis c'est à 100 ou 150 km, alors qu'avant, quand moi j'étais gamine là-bas, il y en avait à 10 km dans la ville de Parthenay, vous voyez. Donc ça, c'est une réalité. Je pense aussi qu'il y a aussi un problème de fin de mois absolument évident pour une majorité de nos concitoyens. Je rappelle qu'il y a près de 9 millions de Français qui vivent, vous savez, au-dessus du seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté, tout à fait. D'ailleurs, je viens de terminer un film qui va bientôt sortir sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Daté des quarts mondes, avec d'ailleurs le soutien du Secours catholique, etc., Emmaüs, et qui va bientôt sortir à la télé. Et j'ai filmé pendant 3 ans à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, et j'ai connu cette population de chômeurs de longue durée qui vraiment, vraiment vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc ça, c'est une réalité, alors même que les inégalités progressent dans notre pays. Et ça, c'est une caractéristique non seulement de la France d'ailleurs, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on estime que moins de 100 personnes possèdent autant que 3,5 milliards sur cette planète. 1% des plus riches possèdent la moitié du patrimoine mondial. Donc ça, c'est des réalités. Alors après, sur quoi ça va déboucher ? Alors moi, mon inquiétude, si vous voulez, c'est que d'un côté, il y a cette colère des Gilets jaunes, tout à fait légitime, me semble-t-il, mais qu'en même temps, elle occulte cette crise sociale, qui est absolument évidente, occulte la crise écologique et la fasse passer au deuxième plan, alors que les deux doivent être traités en même temps. Alors justement, Marie-Monique Robin, dimanche, lors des marches pour le climat, certains ont tenté de faire converger les luttes. J'y étais d'ailleurs. Fin de mois et fin du monde. Est-ce que c'est possible de lutter à la fois pour les fins de mois et, pour les fins et contre la fin du monde ? Non seulement c'est possible, mais c'est la seule voie que nous avons. Je rappelle ce qui nous attend quand même, le dérèglement climatique. Je crois que beaucoup de personnes ici en France ont compris que ce n'était pas une histoire de bobo, et que c'était une réalité. D'ailleurs, vous savez, le pape François, dans son encyclique, a lui-même a tiré la sonnette d'alarme, en disant, voilà, on traitait de catastrophistes ceux qui disaient que nous allions vers l'effondrement. L'effondrement, vous savez, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire la fin du monde, pour faire simple. Eh bien, maintenant, nous savons que c'est vrai. Alors, la seule manière de régler cette crise-là, c'est aussi de régler en même temps la crise sociale, parce que la cause de cette même crise, en fait, ce sont les deux mêmes faces d'une même monnaie. Eh bien, c'est un système capitaliste fondé sur la recherche du profit illimité. Le pape lui-même l'a dit, appelons un chat, donc qui n'est plus une économie qui n'est plus au service des humains, mais qui est au service d'une minorité qui vit dans une bulle. Voilà. Donc, non seulement c'est pas incompatible, mais c'est la seule voie possible. C'est-à-dire qu'on pourrait créer des milliers et des milliers d'emplois si on se lançait dans cette transition énergétique, alimentaire dont nous avons besoin de toute urgence. Marie-Monique Robin, on a justement l'impression que la grande oubliée des propositions du gouvernement pour apaiser les tensions dans notre pays, c'est vraiment la transition énergétique. On n'en parle plus maintenant. Bien sûr, on ne parle plus de transition énergétique ni de transition alimentaire d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est ça un peu mon inquiétude. C'est pourquoi il me semblait important que les Gilets jaunes, en tout cas ceux... parce que moi, je suis contre la violence, donc je veux être bien clair là-dessus. Mais les Gilets jaunes et les Gilets verts voilà, se réunissent pour dire, attention, il ne faut pas oublier l'urgence dans laquelle nous sommes, l'urgence climatique. Donc,
c'est effectivement, comme vous le dites, dans le discours de M. Macron, il n'y avait rien du tout, enfin, un mot, je crois, parce que je l'ai écouté, sur l'urgence climatique. Donc, la question, c'est ça. Comment on va arriver maintenant à convaincre ce gouvernement, parce que c'est celui que nous avons, et il est élu légalement, eh bien, à enclencher en même temps cette transition sociale, mais aussi écologique, parce que, encore une fois, ce sont les deux piliers du changement dont nous avons besoin. Alors justement, Marie-Monique Robin, votre film « Qu'est-ce qu'on attend ?» ressort en DVD dans une nouvelle édition augmentée. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est un documentaire que vous avez tourné dans une petite ville alsacienne qui s'appelle Ungersheim. Ungersheim, oui. Ungersheim, c'est une ville modèle, une ville exemplaire, on peut dire, une ville qui s'appelle une ville en transition. Quelles leçons nous donne cette ville et ses habitants pour engager la transition énergétique ? C'est exactement ce que nous devrions faire au niveau national. C'est possible, le changement d'échelle est possible. Tout à Alors fait. peut-être d'abord pour les auditeurs qui n'ont pas vu ce film, et je le recommande vivement, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» Quel est le modèle d'Ungersheim ? Alors Ungersheim vise à l'autonomie énergétique et alimentaire déjà pour commencer, et ça c'est très important si on pense au dérèglement climatique. Savez-vous par exemple que quand nous achetons un produit dans un supermarché, eh bien on sait, c'est l'Union européenne qui donne ce chiffre, qu'il parcourt en moyenne 2800 km entre le lieu de production et le lieu de consommation. Donc l'objectif, c'est autonomie énergétique et alimentaire. Voilà, et alimentaire, pourquoi ? Parce que donc, si vous avez compris, si vous ne mangez pas bio et local, et j'insiste sur les deux, eh bien vous participez, vous contribuez au réchauffement climatique. Donc c'est autonomie alimentaire, autant que faire se peut évidemment, donc de viser vers cette autonomie, et autonomie énergétique. Fondée sur un système d'économie circulaire, c'est-à-dire où les déchets non seulement ne sont plus jetés dans la nature, comme nous faisons aujourd'hui, y compris les aliments d'ailleurs, mais recyclés, parce que ce sont de nouvelles ressources, de nouvelles matières premières. Donc, essayez de relocaliser au maximum toute l'économie, en restant en connexion, bien sûr, avec les autres territoires. Donc, c'est ça, la transition. Et la transition, elle peut se faire au niveau national, comme elle se fait à Ungersheim. Combien d'habitants, Ungersheim ? Il y a 2300 habitants. Je voudrais quand même rappeler qu'avec leur programme de transition qui concerne tous les domaines de la vie, on vient de parler de l'alimentation, mais il y a aussi l'énergie, il y a aussi les transports, il y a aussi l'habitat, l'école. Voilà. Eh bien, ils ont réussi non seulement à ne pas augmenter les impôts depuis une dizaine d'années qu'ils ont lancé ce programme, ils ont créé 100 emplois sur la commune, n'est-ce pas ? Et ils ont évidemment réduit considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre et leur empreinte écologique. Mais ce qu'ils font, on peut le faire à un niveau national. Et la bonne nouvelle, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on crée de l'emploi, n'est-ce pas ? Si vous vous lancez dans la transition énergétique, vous créez de l'emploi, et partout sur le territoire. Si vous vous lancez dans la transition alimentaire, c'est la même chose, parce que vous encouragez tous ces circuits courts qui font que il y a des agriculteurs, des maraîchers qui s'installent, et on a besoin de main-d'œuvre pour ce modèle agricole, et tant mieux. Et c'est une solution aussi à la crise sociale que nous avons. C'est pas moi qui le dis, moi je résume. Il y a plein d'études là-dessus. On sait ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ça bloque ? Parce que on est dans un système où les fameux 1% dont je parlais tout à l'heure, c'est pas une vision de l'esprit. Je veux dire, l'ONG... Il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne fasse pas la transition énergétique ? Tout à fait, énergétique ou plus globale, écologique, parce que l'énergie, c'est l'un des piliers de cette transition. Bien évidemment, parce qu'ils sont dans un système de courte vue, vous comprenez ? À court terme. Et tant qu'on n'arrivera pas à leur faire comprendre, et ça plusieurs personnes l'ont dit, y compris Nicolas Hulot, quand il a quitté le gouvernement, eh bien, tant qu'on n'arrivera pas à leur faire comprendre que nous sommes dans un Titanic, c'est-à-dire un bateau qui à un moment va couler, il n'y aura pas de petits bateaux là pour que certains arrivent à s'échapper, eh bien, nous serons bloqués. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à convaincre. Donc, c'est ceux qui ont intérêt à maintenir le système en place, à changer. Alors il y a cette toute petite minorité qui bloque, mais il y a aussi sur le terrain, c'est pas évident, et on le voit bien dans votre documentaire. Le maire d'Ungersheim, il fait ça avec une petite minorité des habitants, une petite minorité active. La transition écologique, ça doit aussi être une transition démocratique, c'est pas le plus simple. Oui, mais en fait, lui dit qu'il a un noyau dur de 50 personnes. Noyau dur, ça veut dire que c'est vraiment les gens qui réagissent au quart de tour à un appel téléphonique, comme j'ai pu le voir quand je filmais. Mais j'étais avec lui récemment parce que le film est sorti en Allemagne. Il a dit il y a à peu près 300 à 400
personnes qui sont engagées dans cette transition à un titre ou un autre. Là, par exemple, récemment, ils ont planté 1000 arbres fruitiers sur la commune. Eh bien, il y a plein de familles qui sont venues planter des arbres et elles ne feront que cette action dans l'année, vous voyez. Donc, c'est une minorité très, très convaincue. Mais ça, c'est la réalité. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui portent. Et je pense qu'on aura toujours besoin de gens qui portent les projets d'intérêt général. Alors, je l'ai dit en début d'entretien, Marie-Monique Probin, vous allez recevoir demain soir le prix littéraire des droits de l'homme pour votre livre, Le Round-up face à ses juges. C'est vendredi, c'est pas demain soir. Mais si, on est jeudi. Ah, on est jeudi, c'est demain soir. Oh là là, je suis perdue, là. Voilà. Oui. Donc, c'est une très grosse enquête qui fait suivre à d'autres livres que vous aviez publiés et qui s'appuie aussi sur ce tribunal Monsanto qui avait vu le jour en 2016 où on avait jugé de façon fictive, parce qu'effectivement, Monsanto n'est pas là, Monsanto pour ses crimes alors pour cela, vous vous êtes rendu aux États-Unis, en Argentine, au Sri Lanka, et puis bien sûr en France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Monsanto? On se rappelle cet été ce jardinier américain qui avait gagné face à Monsanto qui avait été condamné à une très grosse somme. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors l'avocat du jardinier, c'est le même avocat qu'on a dans mon film et dans mon livre. Actuellement, il y a à peu près 8000 agriculteurs américains ou jardiniers qui ont porté plainte contre Monsanto-Bayer, parce que maintenant, vous savez... Ils se sont mariés? Oui, c'est ce que j'appelle le mariage des affreux. Il y a des mariages qui sont quand même infamants. Et pour le cas du jardinier, c'était le premier à avoir obtenu son procès. Une juge, la juge Bolaños de Californie, a décidé qu'elle ne voulait pas de procès et qu'elle proposait un arrangement à l'amiable et qu'a accepté le jardinier. En fait, l'indemnisation qui était très très importante, 280 millions de dollars, a été réduite, si j'ose dire, à 80 millions et quelques. Voilà. Donc, on en est que les procès vont continuer, parce que pour l'instant, c'est là, et que Bayer est en difficulté. Et le cours de Bayer a chuté considérablement, plus de 30%. Et la question, c'est de savoir quand même s'ils ne vont pas s'arranger entre eux, Bayer et Monsanto, et je continue de poser cette question, j'enquête actuellement, pour essayer de ne pas payer les indemnités qu'ils annoncent. Voilà. Le glyphosate, aujourd'hui, parce qu'on entend partout, présumé cancérigène. Oui, alors, c'est pas présumé, non, c'est pas présumé cancérigène. C'est le centre de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS, qui a donc publié ce qu'on appelle une monographie. Ils ont fait une évaluation de toutes les études scientifiques publiées sur le glyphosate, publiées dans la littérature scientifique, et on conclut que c'était un cancérigène probable. Probable, ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Puisque vous posez la question, je suis obligé d'expliquer. Ils ont 3 groupes dans le cirque. Le premier groupe, c'est les cancérigènes sûrs, mais pour ça, il y a très peu de molécules qui rentrent là-dedans, parce qu'en fait, c'est très difficile d'avoir des études épidémiologiques qui montrent qu'une substance est cancérigène. C'est le cas de l'amiante, par exemple, parce que l'amiante, si vous avez été exposé à l'amiante et que vous avez un cancer de la pleuve qui est très rare, il y a une signature de l'exposition et ça marche. Donc l'amiante, sûr. Sûr, voilà. Alors 2A, c'est le groupe du glyphosate. Il y a beaucoup d'études sur les animaux qui montrent que c'est cancérigène, mais des données partielles, pour les raisons que je viens d'indiquer, sur les humains. Donc voilà, donc 2A, c'est très sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire? La seule manière d'être sûr, vous savez, que le glyphosate est cancérigène, c'est de vous enfermer dans une cage pendant 30 ans. Oui, on ne va pas le faire. Voilà. Vous comprenez? Mais donc, il y a un moment, on passe par les animaux, voilà. Vous avez regretté que les parlementaires français ne mettent pas l'interdiction du glyphosate dans la loi? Bien sûr. C'est encore ces lobbies? Bien sûr. Écoutez, l'Union européenne a décidé de prolonger de 5 ans. Déjà, c'est trop, à mon avis, parce que le dossier, il est vraiment très, très lourd. Voilà. Monsieur Macron annonce que nous allons en sortir dans les 3 ans. On aurait bien aimé que ça soit inscrit dans la loi, bien évidemment. Et ensuite voir, parce que c'est ça la question suivante. Moi, la question des agriculteurs, c'est est-ce qu'il y a des alternatives? Voilà, mais moi je suis d'accord. La question, elle mérite d'être posée. Moi, je pense qu'il y a des alternatives. Les alternatives, c'est l'agroécologie. Vous pensez ou vous êtes sûr? Mais j'en suis sûr. J'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle Les moissons du futur. On sait ce qu'il faut faire, vous savez. Il y a plein d'agriculteurs qui sont prêts. Parce que vous savez qu'il y en a 1 sur 2 en ce moment qui vit avec moins de 300 € par mois. Vous savez qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Vous savez pourquoi? Bien sûr, ils sont prêts à changer, mais pour ça, il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on fasse ce qu'on a fait quand je suis né, moi, en 1960, sur une ferme du Poitou-Charentes, où on a mis le paquet pour transformer la ferme de mon grand-père, qui était une ferme familiale classique, en ferme agro-industrielle, parce que mon père, il a accompagné ce modèle pendant de longues années. On a envoyé des techniciens, etc. Il faut faire la même chose. Il faut dire aux agriculteurs, on interdit ce glyphosate parce qu'il vous rend malade, parce qu'il rend malade les consommateurs, parce qu'il pollue l'eau, parce qu'il pollue l'air, mais
on vous accompagne pour faire cette transition agricole dont on a besoin, hein, et qui est en plus zéro carbone. Hein, parce que... Accompagner, c'est de l'argent, des formations, oui, et des techniques. Bien sûr, et puis des échanges, parce qu'il y a plein de gens, il y a plein d'agriculteurs qui savent déjà et qui pratiquent, donc on peut organiser des échanges, vous savez, horizontaux aussi entre les agriculteurs, mais en tout cas c'est un soutien. Marie-Monique Robin, vous évoquiez vos parents, Oui. des agriculteurs, Oui. chrétiens, Oui. engagés dans leur jeunesse Oui. à la JAC, la jeunesse Oui. agricole catholique. Oui, très grande agence matrimoniale. Voilà, vous en êtes le fruit. Oui. Qu'est-ce que votre travail doit à leur engagement chrétien ? Mes parents, vous savez, ils ont été très marqués par Vatican II, hein, et qui disait voilà, que on pouvait changer le monde, hein, que c'était le but de notre vie en tant qu'humain, c'est de faire en sorte que nous vivions mieux sur cette planète, hein, et que c'était possible. Alors ils avaient l'évangile à la main. Moi, ça m'a beaucoup marqué. La question des droits humains, c'est mon seul moteur, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Et c'est vrai que mes parents m'ont transmis cette envie de changer le monde. Merci beaucoup Marie-Monique Robin. Je rappelle ce film, Qu'est-ce qu'on attend en DVD, et puis le livre, Le Round-up face à ses juges, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci.